Un gérant 3 questions avec Thierry Sarl, responsable de la gestion taux chez CPR AM. Alors ce matin, vous nous présentez le fonds qui s'appelle CPR EuroGov plus MT. Alors présentez-nous ce fonds déjà qui a un terme qui retient l'attention. Oui, c'est un peu compliqué. En fait, l'univers de gestion est assez simple. C'est un portefeuille dont l'univers est constitué des dettes souveraines de la zone euro. Donc il n'y a absolument pas de crédit. On reste sur ces émissions d'État. On peut finalement aller sur toute la courbe des taux d'intérêt, mais on va dire le portefeuille et la référence utilisée reste sur le segment 3-5 ans, qui est un segment très, on va dire, de moyen terme en termes de risque. Et donc d'exposition à la sensibilité au taux d'intérêt. Donc ce que l'on fait à l'intérieur de ce portefeuille, c'est donc une allocation au sein des dettes souveraines de la zone euro sur les dettes, on va dire, les plus grandes. C'est-à-dire qu'on exclut, que ce soit à Chypre, Malte, les toutes petites dettes sur lesquelles il n'est pas forcément toujours facile d'investir. Donc on reste sur un univers qui est d'une douzaine de dettes. Et vous n'allez pas sur les petites parce que vous dites que c'est difficile d'investir, parce qu'il y a un problème de liquidité? Il y a souvent un problème de liquidité. Effectivement, les tailles de ces souches sont trop petites en fonction des encours que l'on a en portefeuille. Il peut y avoir finalement des distorsions de prix lorsque l'on veut donc investir, donc soit acheter, soit vendre. Donc ça peut être un peu compliqué dans certaines phases de marché. Donc raison pour lesquelles on reste sur finalement des encours au moins d'un milliard d'euros. Donc ça concerne finalement les dettes des pays les plus gros. Donc au sein de cet univers, on va essayer de faire donc la meilleure allocation possible qui va équilibrer entre finalement le rendement attendu, le risque et le risque de taux. Donc en faisant varier en fonction donc des différents scénarios que l'on peut avoir sur une année, et donc ainsi fournir la meilleure performance possible. Donc sur l'année passée, la performance a été assez intéressante, autour de 6%. Donc on se base cette année avec des objectifs qui sont finalement assez comparables, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, on devrait encore avoir des mouvements de baisse de taux de rendement qui vont être beaucoup aidés par la politique monétaire de la BCE, et donc le quantitative easing qui va commencer à partir du mois de mars. Oui, donc c'est vrai qu'en termes de performance, la baisse des taux finalement est favorable, parce que pour vous le rendement du coup est plus important, c'est ça? En fait, la sensibilité au taux fait que pour une obligation à taux fixe, qui est en fait l'univers concerné ici, lorsque vous avez une baisse des rendements, vous avez une augmentation du prix de la valeur d'une obligation. Donc ça marche en fonction inverse. Ouais. Donc plus les taux de rendement baissent, finalement, plus la performance d'un portefeuille constitué d'obligations à taux fixe est forte. Donc c'est ce que l'on anticipe encore cette année, c'est le vecteur de performance principal que l'on a eu sur l'année 2014. Aujourd'hui, on démarre cette année 2015 avec des niveaux de rendement début d'année qui sont bien évidemment plus faibles, compte tenu du trajet qui a été fait sur l'année passée. Mais on a encore des baisses de taux à attendre. Ne serait déjà encore sur le segment 3-5 ans, on l'évoquait tout à l'heure, le niveau est quand même déjà relativement faible, même s'il en reste un petit peu encore sur les dettes périphériques. Mais à l'intérieur de ce portefeuille, on a tout à fait la possibilité, ce que l'on a déjà aujourd'hui en termes d'investissement, sur finalement des obligations de maturité 10, 15 ans, voire 30 ans, sur lesquels on va encore pouvoir finalement aller chercher de la performance. En termes de stratégie de gestion, comment est-ce que vous allez faire l'arbitrage entre les différentes dettes souveraines? Alors en fait, sur ce fonds, on a créé un moteur d'allocation entre les différents pays, puisqu'on s'est rendu compte que les références qu'on appelle les benchmarks classiques, qui sont quasiment tous basés, on va dire, sur ce qu'on appelle sur la capitalisation, c'est-à-dire que plus un pays est endetté, plus il est représenté à l'intérieur d'un indice, font que vous avez les 2/3 des risques qui sont déjà concentrés sur 3 pays. Vous prenez la France, l'Allemagne et l'Italie, vous avez les 2/3 de la sensibilité, donc du risque, qui est concentré. Vous avez également de l'autre côté des petits pays comme le Portugal et l'Irlande qui sont représentés que de manière anecdotique,
2-3%, alors que ça peut être des vecteurs de performance très importants. Je rappellerai quand même que le Portugal était le meilleur vecteur de performance obligataire sur l'année 2014. Donc voilà, donc quand on part de ce type de construction, on a quelque chose qui est finalement avec beaucoup de distorsion, du risque concentré, beaucoup d'inertie, puisque les poids finalement ne bougent très très peu et les petits pays sont trop peu représentés. Donc nous, on a tout remis à plat, on a essayé d'identifier des critères, on va dire macroéconomiques et financiers, sur lesquels on pouvait avoir des données entre guillemets bien opposables et suffisamment régulières, que ce soit de la Banque Centrale Européenne ou de la Commission Européenne, pour finalement donc identifier des critères qui sont les plus représentatifs de la qualité d'un émetteur. Donc on a identifié notamment l'évolution du ratio dette sur PIB. On regarde comment ça se passe sur le taux de détention de la part des investisseurs non domestiques. On regarde également le coût du travail, qui finalement à l'intérieur d'une zone dans laquelle on a tous le même taux de change, est une variable importante d'ajustement. Donc on a formalisé, on va dire, un certain nombre de critères sur lesquels finalement on va classer tous les pays de la zone euro, en rajoutant en dernier critère, en fin d'année dernière, le critère politique, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, depuis quelques mois et sur toutes les années à venir, l'importance finalement du calendrier électoral et la montée en puissance des partis europhobes. Alors justement, on voit sur votre fonds que la principale ligne, c'est la dette souveraine espagnole. Voilà. Il y a des élections en fin d'année. Oui, exactement. Donc le type cette étude est rebalancée donc 2 fois par an, donc au mois de décembre et au mois de juin. Donc on a déjà effectivement fait diminuer la part de l'Espagne entre la fin de l'année 2014 et donc le début de l'année 2015, compte tenu de ce calendrier électoral qui nous laisse quand même, selon nous, un petit peu de temps avant d'avoir un impact direct sur les marchés financiers. Donc vraisemblablement lors du rebalancement du mois de juin, la part de l'Espagne sera sûrement diminuée. Mais donc on a aujourd'hui dans ce portefeuille une structure qui est quand même très différente des indices et donc des références obligataires classiques, c'est-à-dire que vous avez une grosse part sur l'Espagne, on a un peu plus de 20%, un indice classique devrait en avoir à peu près 10%. On a moins d'Italie. L'Italie n'est représentée que sur un niveau d'inférieur autour de 15%. Je crois on a beaucoup moins de France, beaucoup moins d'Allemagne. On a une bonne représentation de l'Irlande, l'Irlande qui doit être autour de 12%. Je rappelle que voilà, pour un indice classique, la dette irlandaise est représentée de l'ordre de 2-3%, donc de manière assez anecdotique. On a encore un peu de Portugal. Et la France, alors là, je rappelle que ce que l'on voit à l'écran, c'était à fin janvier, donc ça a peut-être un effet un petit peu évolué. La France, vous n'avez pas du tout de dette souveraine on en a pas beaucoup. On en a autour de 5%. Pourquoi justement, en termes de classement, sur tous les critères que nous avons identifiés, finalement, la France se retrouve très moyennement classée sur tous les critères. Elle a assez peu de points forts, ce qui fait que lorsque l'on fait un classement sur chacun de ces critères, la France ressort plutôt en queue de peloton. Donc on a une exposition très modérée sur la France, mais ce qui ne veut pas dire que dans les prochains rebalancements, cette exposition va rester sur des niveaux relativement faibles. Mais c'est vrai qu'en plus, sur le dernier critère que nous avons rajouté sur le risque politique, compte tenu de la montée en puissance du Front National en France, on a effectivement encore un petit préjudice qui est affecté donc, sur le résultat, le classement et donc l'exposition que l'on a sur la dette française. Dernière question sur la notation de ces dettes souveraines. On voit quand même il y a beaucoup de bonnes dettes, on va dire des triple A, des double A+. Vous n'allez pas du tout sur des notes, on va dire des actifs plus risqués. On reste en très grande majorité sur la catégorie investment grade. C'est-à-dire que là, avec ce que l'on a en zone euro, donc Italie-Espagne reste quand même dans la catégorie triple B. Donc tout le reste est vers le haut en triple A, double A, simple A, et on s'est juste autorisé 10% sur la catégorie high yield à la fin d'avoir la possibilité d'intégrer le Portugal. Mais donc on a quand même d'une manière générale une allocation dont le rating moyen est quand même assez élevé. Merci beaucoup Thierry Sarl, donc responsable de la gestion taux chez CPR AM. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Gestion.